parti. Alors, lever des fonds n'est pas une opération anodine. Ce n'est pas une mode et ce n'est pas non plus une fin en soi. Cependant, l'accès au financement est devenu de plus en plus simple depuis quelques années, notamment depuis l'avènement du crowdfunding. Et on voit de plus en plus de créateurs d'entreprises créer leur start-up. À un moment ou à un autre, vous êtes déjà confronté à la levée de fonds, vous y réfléchissez ou vous avez décidé de lever des fonds. Un dossier sur 200 en moyenne est sélectionné, 1 sur 30 est mis en ligne et 1 sur 2 sur les plateformes les plus performantes aboutit. Ce qui veut dire que les causes d'échec sont vraiment très nombreuses à différents moments. Je suis Philippe Gaborio, le fondateur de Happy Capital, une plateforme de crowdfunding sous forme d'action. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous la manière dont nous voyons les dossiers qui nous arrivent, notre expérience, et vous donner quelques astuces si vous voulez absolument rater votre campagne de crowdfunding. Alors, juste avant de commencer, j'ai pas fait de présentation parce que je souhaitais que ce soit plus vivant et plus interactif. Donc déjà, la première chose, est-ce que vous connaissez toutes les formes de crowdfunding ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit rappel sur les formes de crowdfunding? Oui, on y va. Ok. Alors, en gros, il existe 3 grandes formes de crowdfunding. La première forme, c'est du crowdfunding sous forme de dons, avec ou sans contrepartie. En général, le don sans contrepartie correspond essentiellement à des projets à caractère humanitaire ou associatif. Ensuite, le don avec contrepartie, au début, c'est une des plateformes les plus connues que vous avez peut-être en tête, c'est My Major Company avec le chanteur Grégoire. Voilà ce que nous donne une recherche rapide. Ah ben oui, bien sûr. Ok Google. Avec le chanteur Grégoire, ça doit être programmé. Ah mais ça recommence en plus. Faut pas le prononcer. Faut pas dire quoi? Non, je blague. Donc, alors là, ces premières formes de crowdfunding, c'était essentiellement des rewards qui étaient plutôt simples. Et c'était le nom sur la jaquette, assister à un enregistrement. Puis c'est devenu de plus en plus professionnel. Et maintenant, on arrive à un système de rewards qui s'appelle des contreparties financières, ou en produits, ou en services. Et en fait, c'est un bon moyen de lancer son activité quand vous avez un produit ou un service, de tester le marché, de commencer par ça, de vous créer une communauté et de voir l'appétence du public. Donc en général, oui. Enfin, vous faites une différence avec Kickstarter? Alors c'est ce que fait Kickstarter en réalité. Ouais, c'est ce que fait Kickstarter, Indiegogo, tout ce genre de plateforme. C'est exactement ça. Ensuite vous avez le crowdfunding. Alors le crowdfunding sous forme de dons n'est pas réglementé. Donc il y a des centaines de plateformes qui foisonnent. Ensuite on arrive au crowdfunding sous forme de prêt. Alors là c'est pareil, c'est prêt rémunéré ou prêt non rémunéré. Donc pour le prêt non rémunéré c'est pareil, c'est plutôt à caractère humanitaire ou associatif. Pour le prêt rémunéré, là c'est plus des dossiers entrepreneuriaux, des dossiers d'entreprise, plutôt sur des entreprises qui sont déjà créées, qui ont déjà 2 voire 3 ans d'existence. Et c'est essentiellement pour financer du tangible, du matériel. Les plateformes sont régulées par une autorité qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel, qui contrôle également les banques. Et dans cette forme de crowdfunding, les investisseurs, alors on peut lever de 100 000, voire de quelques milliers d'euros jusqu'à 2,5 millions d'euros. On les lève pas tous les jours, hein, les 2,5 millions d'euros.
Et ensuite, les prêteurs ne peuvent pas prêter plus de 2 000 € par projet. Ce qui veut dire qu'il faut une multitude de prêteurs pour un même projet et pour lever des sommes importantes. Puis on arrive à la dernière partie, qui est ce que fait Happy Capital. Donc c'est le crowdfunding de haut de bilan, c'est-à-dire nous, ce qu'on fait, on propose à des entreprises de lever des fonds par augmentation de capital en émettant de nouvelles actions, comme à la bourse, sauf que ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées. Et donc ça leur permet de lever des fonds auprès des particuliers en les faisant rentrer dans leur capital. Pareil, on peut lever jusqu'à 2,5 millions d'euros. Alors là, la contrepartie, elle est immédiate, hein, c'est sonnante et trébuchante, c'est de l'argent. Ce qui n'empêche de pouvoir proposer des... alors je ne vais pas appeler ça des contreparties, parce que sinon il y a un petit sujet technique et légal, mais on va appeler ça des offres de bienvenue, ce qui n'empêche de pouvoir faire des offres de bienvenue aux investisseurs, qui peuvent être également ou devenir des clients. Côté investisseurs, pas de limite, c'est-à-dire qu'ils peuvent investir, si on trouve un investisseur qui a les moyens d'investir 2,5 millions d'euros et que ça ne le bloque pas au niveau de ses revenus, de son patrimoine, de son train de vie, on peut l'accepter. Alors le parcours pour l'investisseur est un peu plus complexe parce qu'on va lui demander de remplir un questionnaire de connaissances clients. En fait, c'est la plateforme qui va veiller à ce que l'investisseur ne fasse pas de bêtises ou ne s'emballe pas trop en voulant absolument financer ce projet. Dans ce cadre-là, on peut également émettre des obligations convertibles ou non convertibles. Et également, c'est nouveau, c'est depuis, ça date du 30 octobre 2016, on peut également émettre des actions de préférence. Et ça, c'est intéressant parce que le fait d'émettre des obligations convertibles ou non convertibles et des actions de préférence, ça va permettre à des fonds d'investissement de co-investir à côté des crowdfunders. Ce qui n'était pas possible avant parce que c'est les outils principaux qu'utilisent les fonds d'investissement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, je vais vous parler de deux autres types de produits. Alors, le premier, c'est encore dans le cadre du haut de bilan, qu'on peut considérer comme du haut de bilan. En tout cas, le législateur l'a mis dans cette case. Ce sont les mini-bons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mini-bons. Alors, les mini-bons, c'est génial. Les mini-bons, à l'origine, c'est un bon de caisse. Donc, c'est en réalité une reconnaissance de dette, qui est un titre qui date de 1937. Donc, c'est génial parce qu'il a été remis au goût du jour. Et ce titre de créance est nominatif. Et donc, ça revient à une reconnaissance de dette. On signe un contrat et il est rémunéré. Voilà, la différence, c'est qu'il est rémunéré. Des petites particularités, on ne peut les mettre que pour des sociétés qui ont plus de 3 ans d'existence. On les émet pour des périodes de 12 à 60 mois. Et les modalités de remboursement ne doivent pas être, les périodes de remboursement ne doivent pas aller au-delà du trimestre. Donc mensuel, bimestriel ou trimestriel. Mais ce qui est très intéressant dans ces titres, c'est qu'il y a un petit mot qui vient avec, c'est qu'ils sont échangeables. Donc ça, c'est le seul aujourd'hui, un des seuls titres financiers qui est très souple, parce qu'on a la possibilité, et c'est le seul titre qu'on peut, à ce jour, inscrire dans la blockchain, donc dans un système crypté sur Internet, et qu'on peut échanger sur une place de marché que peut créer la plateforme. Donc on peut l'échanger, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez acheté ces mini-bons côté investisseur, et au bout d'1 an, un des investisseurs, des prêteurs veut s'en séparer, il indique, et s'il trouve quelqu'un pour lui racheter, la personne rachète le capital restant dû, et après il est remboursé tous les mois ou tous les trimestres, intérêt et capital. Mais comme il est échangeable, on peut également l'échanger contre des actions. Donc ça devient encore plus intéressant parce qu'aujourd'hui, naturellement, les investisseurs ont plutôt tendance à aller vers des obligations pour de l'immobilier avec une rente immédiate ou une rente indiquée en tout cas, ou alors vers du prêt parce qu'ils se disent je vais avoir une rémunération tous les mois.
Les actions, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir qu'ils attendent souvent 5 ans. Alors pourquoi 5 ans? C'est parce qu'ils bénéficient souvent de réductions fiscales. Et pour garder leur réduction fiscale, il faut qu'ils gardent leur action pendant 5 ans. Donc c'est figé. Là, dans les mini-bons, on va pouvoir, une fois ou deux par an, indiquer qu'on fait une augmentation de capital et proposer aux personnes qui ont acheté des mini-bons de les transformer en capital, de les attirer par les mini-bons et puis après les renvoyer vers le capital. C'est ce qu'on est en train de faire là ça va être une première. On lance une campagne le 15 janvier de mini-bons pour une société qui est cotée en bourse. Et en fait, plutôt que d'aller chercher directement des actionnaires, pour les faire venir, elle va les attirer avec des mini-bons, avec un taux de rentabilité. Et tous les 6 mois, elle va ouvrir des périodes d'augmentation de capital et leur proposer de devenir actionnaire. Voilà, donc ça, c'est un produit intéressant, sauf que il faut que l'entreprise ait 3 ans d'existence. Donc, attention, ce n'est pas 3 ans d'existence, et 3 exercices comptables réalisés, et pas d'incident de paiement. Voilà. Et dernière forme de crowdfunding, on l'oublie souvent, elle est un peu anecdotique pour l'instant, c'est du crowdfunding sous forme de royalties. Donc ça a le mérite d'exister, ça peut être dans le domaine médical notamment, donc il y a une formule, vous aidez des chercheurs à développer sa formule, vous avez vous détenez une part du brevet en copropriété, enfin en tout cas en licence, et vous touchez des royalties dessus le jour où le brevet où le produit sera commercialisé. Voilà. Donc celle-là on l'oublie souvent, mais on ne sait jamais, ça peut être, en fonction des cas, ça peut être intéressant. Donc voilà, côté présentation des formes de crowdfunding, on est fini. Est-ce que à ce stade vous avez quelques questions? Des éclaircissements impeccables. Alors avant de démarrer, est-ce que certains d'entre vous sont d'ores et déjà en recherche de fonds ou ont déjà levé des fonds? Ça c'est une première question. Non. Oui. Levé ou en... Non, en cours. En cours, d'accord. Sous format classique, je ne connaissais pas les mini-bons. Ouais. Du coup, ça mouline. C'est très intéressant. D'accord. D'autres sont en réflexion, je présume. Ça marche. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier? Est-ce que vous voulez que j'accentue sur un point particulier ou pas? Pas spécialement. Alors moi, ce que je vous propose, je vais dérouler quelques éléments. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment rater votre campagne de crowdfunding. Alors je suis parti sur le côté négatif parce qu'en fait, c'est comme les gros mots. Hein. Quand on apprend une langue, les premières choses qu'on apprend, c'est les gros mots. En général, on le retient. Donc je souhaite que vous reteniez le plus possible tout ce qui sert à rater sa campagne pour que vous ne reproduisiez pas ces erreurs. Et également, alors, vous m'arrêtez quand vous voulez, vous me posez des questions quand vous voulez, ça m'évitera de faire un monologue, ce sera plus vivant et plus sympathique. Voilà, alors, la première chose, la première question à se poser, à mon avis, c'est est-ce que vous avez besoin de lever des fonds? Parce qu'en fait, j'ai commencé par vous dire, la levée de fonds n'est pas une fin en soi, mais je rencontre des projets régulièrement. En fait, je regarde le business plan, je regarde où ils en sont. En fait, pourquoi vous levez des fonds? Parce que j'ai envie d'avoir une réserve, j'ai envie peut-être d'aller plus vite, mais sans ça, ils s'en sortent très bien, ça se passe bien. Et souvent, en fait, ce qui est un peu biaisé, ce que je remarque, c'est que de vouloir absolument se dire il faut que je lève des fonds, il faut que je lève des fonds parce que j'ai séquencé, j'ai fait un plan d'action, je l'ai séquencé, et bien entendu il me faut de l'argent pour avancer. Mais en fait, souvent, ce qu'il faut, c'est prouver ce qui est le plus important quand vous allez devoir convaincre un banquier, quand vous allez devoir convaincre un fonds ou une plateforme de crowdfunding ou des business angels. Ils vont avoir envie de voir ce que vous avez déjà fait. Est-ce que vous êtes ce que vous valez? Est-ce que vous avez déjà avancé de vous-même sur votre produit, projet, site? Est-ce que vous avez déjà réussi à vendre en fait? Est-ce que vous avez déjà réussi à vendre, que vous commencez à avoir des clients? Déjà, ce qui est magique, c'est que vous allez commencer à avoir de la trésorerie.
vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. Vous allez commencer un cycle. Donc, avant de commencer à vous dire est-ce que je veux est-ce qu'il faut que je lève des fonds ou il faut absolument que je lève des fonds, c'est faites d'abord votre produit ou cherchez des clients. Mais cherchez des clients. Moi, je vais vous dire mon histoire personnelle. Quand j'ai alors c'est pas sur Applied Capital parce que j'avais déjà les clients, mais juste avant j'avais un cabinet de fusion-acquisition et quand je l'ai créé, je me suis dit, je me suis fixé, je me suis dit allez, dans 6 mois, si j'ai pas un client, j'arrête. Bon, heureusement j'en ai eu un au bout de 3 mois. Après je me suis dit si je fais pas tel chiffre d'affaires avant telle date, j'arrête. Bon, j'ai réussi à faire le chiffre d'affaires, pas de bol à chaque fois, mais en fait de faire ça, j'essayais de le faire dans le bon sens plutôt que de le faire dans l'autre sens. Parce que aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de porteurs de projets, de créateurs, qui en arrivent au stade de me dire, bon alors en fait, est-ce qu'il faut vraiment que je crée la société avant? Parce qu'en fait, moi, ce que je voudrais, c'est, je fais une campagne, j'essaie de lever des fonds, et si ça marche, bon, en fait, je crée ma société et je démarre. Si ça marche pas, ah ben, j'arrête. En fait, ça, c'est pas la bonne démarche parce que déjà, personne vous suivra et vous perdez du temps parce que personne ne va vous financer. Voilà, donc première question. Première chose à rater. Deuxième, je pense qu'il ne faut pas trop perdre de temps sur les statuts, le statut juridique. Aujourd'hui, je rencontre des dirigeants qui parfois, ça dure 10 minutes, ils sont bloqués sur ça. Et ils me disent, mais je fais une SARL ou une SAS? Et pourquoi pas une USA? Non, parce que là, j'ai rencontré, je suis allé à des réunions, à la CCI, un peu partout, et on me dit, non, mais la SARL, c'est mieux, d'autres, c'est la SAS. Bon, perdez pas de temps avec ça, c'est important, mais c'est pas une vraie question. Aujourd'hui, de toute façon, toutes les sociétés, quasiment, sont des SAS. Et c'est vrai que vous pouvez prendre des statuts simples, ça vaut de mémoire, si vous devez les modifier, 43,90 €. Donc c'est vraiment pas cher de les modifier. Et surtout, vous allez venir voir une plateforme. Si vous les avez mal fait, moi je vais vous dire, et ils me disent, ah non, mais déjà, alors signez-moi un accord de confidentialité, je veux surtout pas échanger parce qu'on pourrait me piquer l'idée. Bon, alors son idée, elle est géniale, hein, les 3/4 du temps, c'est un nouveau truc, il vient de créer un nouveau service qui agrège Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc forcément, c'est génial, ça va marcher. Personne n'a eu l'idée. Donc il ne faut pas qu'il en parle parce que sinon, on pourrait lui piquer. Donc en fait, quand vous avez une idée, donc il y en a 10 qui ont eu la même idée que vous en général, au même moment. On voit souvent, il y a des modes d'ailleurs, ça arrive, on voit plusieurs dossiers qui sont équivalents sur les mêmes thèmes parce que c'est un aboutissement, c'est une maturité. Donc après, c'est l'exécution et le timing qui va faire la différence. Donc n'ayez pas peur, sauf si c'est un truc secret défense, mais je veux dire, n'ayez pas peur. Nous, parfois, on me demande de signer des accords de confidentialité. Je leur dis, de toute façon, ça sert à rien, parce que si vous venez si on fait une levée de fonds en crowdfunding, ça va être public. Donc de toute façon, les informations, on va les donner. Après, il y a certaines informations qui peuvent être confidentielles. Donc là, effectivement, on ne les communique pas. Mais il y a un minimum à communiquer et surtout le fait de partager, c'est que vous allez pouvoir échanger et immédiatement vous allez avoir des retours. Donc il vaut mieux que vous ayez des retours avec d'autres entrepreneurs plutôt que ce soit le retour d'un fonds, d'un business angels ou d'une plateforme qui va vous claquer la porte au nez et en général vous aurez rarement 2 fois la chance de revenir. Et en plus on échange, donc c'est pas génial. Donc surtout, partagez. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le système D. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai arrivé de Bordeaux, j'étais dans le TGV, et j'ai échangé avec un porteur de projet qui n'a pas réussi sa campagne. Donc on a discuté, on a essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas réussi sa campagne. Et puis on discute et il me dit, tu comprends Philippe, là on a commencé à lever mais pas assez, j'ai trouvé d'autres sources de financement. Mais en fait il me faut encore 60 000 €. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes 60 000 €? Il me dit, bah là il faut que je finisse l'application.
60 000 €, il faut que je finisse l'application. Je dis, mais t'as déjà mis combien dedans? 90 000 €. 150 000 €, c'est une application. Bon, en gros, au bout du bout, elle vaut 15 000 €, quoi, son application. Et en fait, je lui dis, mais je comprends pas, va voir... Alors au début, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait... on n'était pas réglementé par l'AMF à l'époque, donc tout va bien. Mais mon fichier client, c'était sur un fichier Excel. J'ai demandé aux développeurs du thème de me l'adapter pour que ça ressemble. À l'époque, j'avais pris le modèle de Kickstarter. Alors c'était sur des actions, mais je m'étais inspiré du modèle de Kickstarter. J'ai commencé à faire du chiffre et dès que j'ai pu, j'ai pris d'abord une société, une jeune société qui m'a repris. J'ai des développeurs maintenant, mais les designers, c'était une jeune d'une école de design, etc. Mais je veux dire, le système D marche très bien et c'est ce qui permet de garder vos ressources pour pouvoir continuer à aller en avant, quoi. Parce que ce qui va être le plus important, c'est de réfléchir et de se dire combien de temps encore je peux tenir, combien de temps je peux tenir avant d'avoir des clients ou avant de lever des fonds. Donc la question que vous allez vous poser quasiment tous les jours et peut-être les nuits et mal dormir, ça va être celle-là. C'est pour ça que je vous dis privilégier le côté business en priorité. Alors, il y a peut-être des ingénieurs dans la salle. Et alors, s'il y a des ingénieurs ou des scientifiques, vous aimez bien argumenter. Et comme vous aimez bien argumenter, vous voulez être sûr qu'on ait bien tout compris. Du coup, on ne comprend rien. On ne comprend rien parce que c'est trop technique. Vous expliquez tout, et on ne comprend rien. On est largué dès le début. Donc, alors là, ça revient avec le mot d'avant, c'est partager et expliquer ce que vous faites à des gens qui ne comprennent rien. Et il faut absolument qu'ils comprennent. Un autre aspect, si jamais, alors là je m'adresse plus à des versions crowdfunding, mais si jamais vous voulez faire une levée de fonds de manière publique, si vous avez une activité qui est essentiellement B2B, je ne vais pas vous dire d'oublier, mais ça va être compliqué. Si elle est B2B2C, c'est mieux. Si elle est B2C, bah, c'est nettement mieux et ça a beaucoup plus de chances. Pourquoi? Il faut que vous vous mettiez dans la peau de l'investisseur qui va investir chez vous. Et lui, si c'est très B2B, il va déjà, il y a des chances qu'il ne comprenne pas. Deux, il va se dire, j'enrichis une entreprise qui bosse avec une autre, mais moi, ça m'apporte quoi là-dedans? Alors que si c'est un produit ou un service dont il pourrait lui-même bénéficier, il va se dire, ça me parle, je comprends, et puis j'ai envie de l'acquérir, donc il va avoir envie de vous financer. En ce moment, j'ai un dossier d'une société qui a inventé une matrice 3D, c'est un peu technique, donc on va appeler ça juste la matrice 3D. Avec une injection de cette matrice, ça reconstitue votre cartilage. Donc c'est un truc, c'est magique. Et aujourd'hui, tous les gens qui investissent dans ce projet me disent, alors je leur demande pourquoi ils investissent, et en général, dans leur questionnaire, quand ils investissent, on leur dit pourquoi vous investissez. Donc nous, basiquement, on dit, bon, pour aider une entreprise, pour bénéficier d'une réduction, parce que j'ai envie de profit à moyen et long terme, à court terme, etc. Et juste un truc que j'avais oublié, c'est parce que j'en ai besoin. Et donc tous, ils me disent, il faut que vous rajoutiez une question, c'est parce que j'en ai besoin, parce que moi j'investis parce que j'en ai besoin. Et quasiment tous les investisseurs de cette société, qui investissent dans cette société, mais certains investissent à coût de 20-30 000 €. Ils investissent tous, ils disent, ah non, mais moi, c'est mort, hein. Donc il faut absolument que je répare le genou, il faut que je répare la hanche, et donc ils investissent. Donc en fait, c'est très basique. C'est très basique, mais il faut que quand vous présentez vos dossiers, vous vous disiez, mais quel est l'impact? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je vais apporter? Mais pas seulement à mes clients, mais également à mes investisseurs. Qu'est-ce qui va leur donner envie d'investir chez moi? Donc il faut que vous ayez ça en fil rouge. Et d'ailleurs, dès le début, si vous faites une présentation, c'est dès le début de votre présentation. Il faut absolument que vous indiquiez l'impact qu'a votre projet. Alors, j'ai noté pas mal de choses. Ça, j'en ai parlé. Alors, la valorisation.
je vois pas mal de dossiers qui arrivent avec des valorisations qui sortent du chapeau. Et on me dit, je leur demande, bon, on aborde le sujet de la valorisation, alors nous, on l'aborde dès le début. Hein. Parfois, il y a des intervenants qui attendent, qui ne trouvent pas ça poli. Nous, dès le premier entretien, on parle de la valorisation, comme ça, c'est fait. La valorisation, alors parfois, ça peut être par méconnaissance, mais régulièrement, je vois des chefs d'entreprise qui me disent 20 millions. Bon, c'est bien, super. J'en ai eu un hier, j'en parlais tout à l'heure avec Virginie, 2,5 millions. Bon, super. Donc nous, la question d'après, forcément, c'est vous êtes créé depuis combien de temps? Quel est votre chiffre d'affaires? Qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Voilà, donc on commence à discuter. Puis éventuellement, quelle méthode vous avez utilisée? Bon, alors là, c'est fini, c'est mort. Et puis, j'ai une réponse régulièrement qui me dit la valorisation, c'est le marché. Donc en fait, si le marché est prêt à acheter à ce prix-là, ben, c'est la valeur de la société. Ben non, en fait. Non, pour différentes raisons. La première, c'est que, bon, alors nous, déjà, on est un filtre pour la protection des épargnants, parce que c'est le rôle que nous demande de faire l'autorité des marchés financiers. Et puis, si vous cherchez des investisseurs, vous ne pouvez pas mettre une valorisation super importante que je vois souvent qui est calculée avec des DCF, des discounted cash flow, sur les cash flows à venir, qui sont réactualisés, avec un super indice. Et en fait, ça souvent, moi je considère que c'est la valorisation de demain. C'est pas la valorisation d'aujourd'hui. Les fonds d'investissement les acceptent de moins en moins, voire plus du tout. Et comment vous allez pouvoir faire rentrer un investisseur aujourd'hui, et dans 5 ans il va espérer sortir et lui dire maintenant je te rachète tes parts, sauf qu'en fait, bon, je t'ai dit 20 millions, mais en fait aujourd'hui ça en vaut 2. Là ça va être compliqué. Hein. Bon courage, bonne chance, mais il y a de grandes chances qu'avant ça, vous ne passiez pas les étapes ni de la plateforme, ni d'un fonds, ni d'un business angels, parce que vous n'aurez pas la bonne valorisation. Et en fait, il faut se dire que maintenant, il y a de plus en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de co-investissement. Le maître mot, c'est le co-investissement. Ça fait déjà plusieurs années, la BPI co-investit, les fonds co-investissent ensemble, les banques investissent ensemble à plusieurs dans un projet. Les plateformes, pas encore, mais je pense que ça va venir. En tout cas, elles co-investissent avec les fonds d'investissement et les banques, ou les business angels. Donc, c'est vraiment... on va se confronter au marché. Et il faut avoir la valorisation la plus proche possible du marché. Sinon, vous allez être shooté dès le début. Vous avez une question peut-être? Non? Ah d'accord, il semblait quand j'ai parlé, quand j'ai abordé... Vous êtes 100% d'accord? Super, merci. Voilà, donc faites attention à ça. Et puis, c'est bien quand vous arrivez de se dire, ben, voilà comment j'ai fait, j'ai calculé ou j'ai fait calculer ma valorisation. Ou alors vous dites carrément, je sais pas. Ça, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas connaître votre valorisation. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Je sais pas. Aujourd'hui, dites-moi éventuellement, aidez-moi à faire ma valorisation, indiquez-moi quelqu'un qui pourrait m'aider à calculer ma valorisation, mais moi aujourd'hui, je la connais pas. Donc ça, d'ailleurs, soyez le plus franc, le plus honnête possible, parce que ça paie toujours et on vous le reprochera jamais. Par contre, si vous mentez, c'est plus compliqué. Parce qu'après, derrière, il va falloir ramer. Et qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme méthode que ma marge d'EBITDA? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont... Alors, en fait, c'est pas une méthode, c'est plusieurs méthodes. Ce qu'on fait en général, on croit systématiquement plusieurs méthodes. On n'utilise pas une seule. Dans les méthodes, effectivement, il y a les multiples d'EBITDA. Bon, ça, c'est l'une qui devient une méthode universelle. Donc, parfois, on l'a fait également sur l'avenir, mais dans ce cas-là, on pondère les années. C'est comme la météo. Hein. Plus c'est loin, plus c'est complexe et moins ça a de chances de se réaliser. Donc, nous, à partir de... Parfois, à 3 ans, on a un indice de 0,5. Après, ça n'existe même pas. Quoi. On l'utilise même pas. On utilise régulièrement... donc, on croise régulièrement avec les coûts de reconstitution. Alors, souvent, c'est une méthode qui est plutôt à la baisse, parce que c'est ce qui sert
à créer la structure. Il n'y a pas le goodwill dans cette méthode. Et on fait beaucoup de comparables. Donc on cherche tout simplement dans le même secteur d'activité des entreprises qui ont levé des fonds. Ouais, on va peut-être l'arrêter parce que ça tourne en boucle, vous allez avoir le tournis. Voilà, tout simplement des sociétés. On arrive à trouver très facilement et parfois on les reconstitue en fonction du montant levé, de la différence de capital. Et souvent, comme les journaux, il y a des communiqués de presse, en connaissant le montant qui est levé, on arrive à reconstituer la valeur. Alors il faut faire attention s'il y a des actions de préférence, il y a plein de choses, il faut se méfier, mais voilà, donc on cherche et on croise plusieurs méthodes et en général, quand on confronte nos méthodes avec d'autres professionnels qui viennent se greffer, qui découvrent les projets, ils sont plutôt d'accord avec nos méthodes. Voilà. Une seule source de financement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est dommage. Ne faites pas l'effort de faire, par exemple, que du crowdfunding. Vous êtes focalisé sur votre levée de fonds. Vous êtes focalisé sur votre dossier. Vous avez le discours. Vous le maîtrisez. Profitez-en. Allez voir des business angels, allez voir éventuellement des fonds d'investissement, allez voir une banque. Donc, il faut que vous fassiez le tour. Profitez-en parce que l'argent appelle l'argent. Et donc, si vous avez... moi, souvent, ce que je dis, vous allez voir éventuellement, vous allez voir une ou deux plateformes que vous avez sélectionnées. L'une des plateformes vous a sélectionné. Bah, super, ils m'ont sélectionné, donc c'est la bonne plateforme. Alors déjà, même ce raisonnement est dommage. Même entre plateformes de financement, moi je vous conseille, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est pas grave. Il faut que, c'est comme quand vous faites une levée de fonds avec un fonds d'investissement, il faut être en adéquation avec le fonds. C'est une histoire d'homme également. Et quand vous allez démarrer une campagne avec une plateforme, c'est également une histoire d'homme. C'est-à-dire que ça va durer quelques mois. En général, ça va durer au moins 3 mois. Vous allez devoir faire une partie du chemin ensemble, préparer le dossier ensemble, et ensuite vous allez ramer ensemble. Et alors là, c'est pareil, il n'y a pas un seul des deux qui doit ramer. Donc en fait, quand on démarre la levée de fonds, je vois souvent, c'est marrant parce que on a travaillé sur le projet ensemble, on l'a monté, et au moment où le projet est en ligne, en fait, le dirigeant se referme comme une huître et il a du mal à lancer sa campagne et à communiquer sur sa campagne. Donc ça, donc là, c'était un peu avant la campagne, on démarre un peu pendant la campagne, mais là, pendant la campagne, bah, c'est simple. On parle des cercles. Donc on a le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. C'est comme les campagnes de dons. Il faut d'abord, c'est le principe du restaurant plein et du restaurant vide, il y a une barre de progression. Et si vous démarrez à 0 et qu'elle reste à 0, eh bien en fait, vous n'allez attirer personne. Et en fait, quand vous êtes sur une plateforme, vous êtes en concurrence avec les autres projets de la plateforme. En fait, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes en concurrence avec les projets qui pourraient être éventuellement sous forme d'action des autres plateformes, mais également avec les autres formes de financement ou d'investissement. Donc il va falloir être bon, il va falloir convaincre, et dès le premier jour, il va falloir ramer. Et il faut que vous-même vous occupiez de votre campagne. Et si vous vous dites, bah en fait, maintenant j'ai laissé le bébé à la plateforme, c'est elle qui va s'en occuper. Ça ne marche pas, nous on est déjà dans le troisième cercle, on a notre premier cercle, mais il faut nous considérer comme le troisième cercle. Oui Gaël, tu voulais... Justement, à ce niveau-là, quel est le temps de préparation en amont de la campagne et puis à peu près la quantité qu'il faut arriver à couvrir, je dirais, avant de lancer la campagne pour être certain, enfin s'assurer, disons, que les personnes... Qu'elle fonctionne et que... Alors, parce que je vois par exemple, sur Kickstarter, on se dit qu'il faut avoir au moins 75% de sa campagne qui est quasiment couverte avant même de démarrer, pour être certain de l'exploser, parce que le but c'est pas de faire 100%, c'est plutôt d'aller bien au-delà.
Donc je dirais là, c'est un peu quel est le ratio, puis aussi par rapport au format en lui-même, parce que c'est plus long sur Rapid Capital en termes de durée, parce que c'est pas tout à fait les mêmes On n'est pas sur les mêmes enjeux. Du coup, quels sont un petit peu plus les formats liés à Rapid Capital à ce niveau-là? Alors, les formats, c'est plus proche de tout ce qui concerne l'equity, parce que la préparation du dossier est plus longue. Je vais vous parler un peu de la préparation du dossier. Quand vous allez préparer votre dossier, on va le préparer sous différents angles. L'angle financier, l'angle juridique, l'angle marketing, communication. Est-ce que j'en oublie? Bon, c'est les trois grandes parties. Donc la partie financière, ça va être, on va travailler essentiellement le business plan, votre modèle de revenus, et puis la valorisation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir donner une valeur aux actions. Donc on va échanger, on va travailler sur ça. Le côté juridique, on va s'assurer que vous êtes conforme. Et puis, dans ce domaine juridique, on va devoir se poser pas mal de questions. Une des questions, ça va être, et c'est là que ça va éventuellement prendre un peu de temps, c'est est-ce que vous allez faire rentrer les investisseurs en direct ou via une holding d'investissement? Si vous les faites rentrer en direct, en fait, vous allez les avoir autour de la table. C'est bien, il n'y a pas à l'origine, c'est la base du crowdfunding. Vous avez un lien direct avec eux. Sauf que, si jamais vous voulez faire rentrer des investisseurs professionnels, eux, ça ne les arrange pas parce que ça va être un peu plus complexe de les avoir autour de la table, lors des AG, ou pour envisager un rachat d'entreprise, une cession. Ça va être plus compliqué. Donc, ils préfèrent que vous ayez une holding et que les investisseurs minoritaires lors de la campagne rentrent dans cette holding. Donc, pour préparer cette holding, la créer, travailler sur le pack d'actionnaires, il va falloir compter au moins 15 jours à 3 semaines. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire en parallèle. Mais rien que le juridique, on sait que, et de manière irrémédiable, on va y passer 15 jours. Il va falloir que vous alliez ouvrir un compte dans une banque. Il va falloir faire une annonce légale, il va falloir qu'on rédige les statuts, il va falloir échanger sur les statuts, voir sur le pack d'actionnaires, aller les déposer au greffe. Bon, en moins de 15 jours, je crois que c'est quasiment pas envisageable, même quand on veut le faire plus vite. Et puis ensuite, là, il y a la préparation, effectivement, à la fois de tout ce qui est communication. Donc, préparation de la communication, là, c'est... Il y a plusieurs choses, mais quand on pense à préparation de la communication, on se dit, je vais penser à communiquer sur ma campagne. En fait, là, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est trop tard, et en fait, les journalistes, ils n'achètent pas une publicité sur le lancement de votre campagne. Eux, ce qu'ils achètent, c'est votre projet, où vous en êtes, ce que vous allez en faire. Et en dessous, il y a, et en plus, cette super société qui vient d'inventer ce nouvel aspirateur bio-ionique est en train de lever des fonds. Voilà, sur une plateforme de crowdfunding, éventuellement, ils ne vont pas la citer. Mais ça, c'est le petit bonus. Mais en fait, ça se travaille bien avant. Donc, il va falloir communiquer en corporate, c'est-à-dire sur votre société, dès que vous pouvez. Dès le début, même avant même que vous soyez prêt, souvent. Parce que ça va vous faire du retour, c'est de la publicité gratuite, les gens vont commencer à s'intéresser à vous, et ça fait de l'antériorité. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est idem. Donc là, je l'avais mis dans ce qu'il ne fallait pas faire, mais dans ce qu'il ne fallait pas faire, c'est je n'ai pas besoin de réseaux sociaux. Ça ne sert à rien, bien entendu. Et puis, je ne cherche pas des amis, je cherche des fonds. Donc ça, c'était le côté humoristique. Mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand je dis aux porteurs de projets, il va falloir être présent, communiquer pour que... Les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que c'est une communauté. Donc, ils partagent. Donc, ils vont faire connaître votre projet et votre levée de fonds. Ils pourront peut-être pas investir, mais ils vont partager. Donc, ils vont vous aider à trouver des investisseurs. En fait, si vous démarrez vos réseaux sociaux au moment où vous démarrez votre levée de fonds, c'est mort, hein, parce que vous aurez 3 amis avec qui vous allez partager votre levée et qui vont te la partager entre eux. C'est long, ça se prépare bien en amont. Et ce que je dis souvent, c'est que demain, ceux qui ont des clients, en fait, n'en auront certainement plus.
Mais ceux qui ont des communautés auront également des clients. Parce que les communautés sont investies, s'engagent, les clients sont infidèles et versatiles. Donc il faut bien réfléchir à ça. Et donc il y a tout ça à préparer en amont. Et ensuite, donc le cœur du sujet, je vais m'intéresser à mes cercles. Donc mes cercles, ma famille, mes amis, enfin tous les proches, et le deuxième cercle, les amis, la famille et les proches des premiers. Là, il faut être très organisé. Nous, ce qu'on recommande, on a mis en place un outil sur la plateforme pour vous aider à le faire, c'est 10 par jour. C'est 10 par jour, vous envoyez un mail à 10 personnes de votre entourage. Alors, il y a un truc qui est bien également à faire au début, c'est des soirées. Une première soirée pour lancer la campagne. Donc là, c'est encore mieux. Et puis après, des mails. 10 par jour. Le lendemain, vous regardez qui a vu les mails. S'il y a eu des retours, il n'y en a pas, il faut décrocher le téléphone. Là, c'est une démarche commerciale. On décroche le téléphone, on les appelle. Et le lendemain, on s'occupe des retardataires et on en commence 10 de nouveau. Votre équipe. Alors, effectivement, je ne fais pas appel à eux parce qu'ils ont autre chose à faire, mais non. Ils sont dans votre équipe, eux c'est pareil, ils ont des proches, ils ont de la famille, ils ont des amis. C'est pareil, il faut les impliquer, il faut qu'ils jouent le jeu. Vous êtes dans un accélérateur, vous demandez à l'accélérateur de le partager. S'il y a une newsletter auprès des partenaires, c'est plus vous partagez et plus à ce moment-là vous aurez des chances de réussir. Donc, pour répondre à la question, j'étais un peu lent, mais comme ça m'a permis d'expliquer d'autres choses. Il faut compter au moins, à grand minima, 1 mois de préparation. Mais dans l'idéal, 1 mois et demi, voire 2 mois de préparation avant de lancer sa campagne. Et donc ensuite, la campagne, si vous l'avez... et au niveau du seuil, nous, en equity crowdfunding, l'idéal, c'est d'avoir entre 20 et 30%. En général, à partir de 30%, la campagne commence à bien décoller. En dessous, ça va être compliqué. Alors, de plus en plus de plateformes, dès le début, vous disent, vous cherchez combien ? 600 000. Ok. Alors, vous venez avec 300 000, et puis on va chercher les autres 300 000. Bon, sinon, passez votre chemin. Alors, nous, quand on est joueur, ou quand on voit des super projets qui nous intéressent et dans lesquels on croit, on les prend à zéro, et puis on vous dit de ramer, et on rame à vos côtés, et parfois ça marche pas, et parfois ça marche. Actuellement, on a 57% de taux de réussite, mais c'est parce qu'on est plutôt sélectif. Budget. On va pas aborder le budget, mais combien ça coûte dès le début. Donc, dans les erreurs également à faire, c'est... je n'ai pas de budget et puis je n'ai pas d'argent à donner pour ma campagne, j'en cherche. Je ne sais pas à quoi ils pensent, les plateformes, à nous demander de l'argent. Mais, donc en fait, de devoir faire la holding, de travailler sur le dossier, de faire une vidéo, en parlant du marketing tout à l'heure. Alors là c'est pareil, hein. Pas de site, pas de vidéo, faites pas de campagne. Oubliez de faire une campagne de... Au revoir. Oubliez de faire une campagne de crowdfunding, ça sert à rien. En ce moment, on se rencontre physiquement. Donc là, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Quand vous êtes sur un site de crowdfunding, c'est sur Internet, moi parfois ils investissent, ou ils viennent voir votre projet à 3h du matin, à n'importe quel moment du jour. Et en fait, ils arrivent sur votre page, ils ont été attirés par quelque chose. C'est peut-être un mot, c'est une idée, une image. Et puis, très rapidement, ils vont aller regarder la vidéo parce que c'est ce qui se regarde le plus. Et cette vidéo, ça va être ce qui va vous permettre, ça va être le langage non verbal, c'est ce qui va vous permettre de créer du lien avec l'investisseur potentiel et de créer de l'empathie et lui donner envie d'investir dans votre projet. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est mort. C'est mort, on ne démarre même pas la campagne. Donc, ça veut dire qu'il va falloir un budget pour faire une vidéo. Alors parfois, avec un iPhone, j'ai déjà vu des super vidéos. Donc, il faut pareil, hein, soyez imaginatifs. Allez regarder sur les plateformes d'autres vidéos.
Il y en a une que je trouve géniale qui s'appelle Bionic Bird. Là, celle-là, vous pouvez la regarder. Bionic Bird, c'est un petit drone, mais elle doit dater d'il y a 3 ans, cette campagne et cette vidéo. C'était un projet sur Indiegogo. Alors, il y en a plusieurs. Tapez Bionic Bird Indiegogo. C'est un petit oiseau et, qui est en forme de drone, qui peut filmer. Et il se repose, il se charge. Quand il se repose sur un petit œuf et vous le déplacez avec votre iPhone. Il y a tout dans cette vidéo. Il y a de l'émotionnel, il y a tout. Donc vous regardez cette vidéo, vous verrez, je vous la conseille vraiment. Donc le budget, Kickstarter, on parlait de Kickstarter tout à l'heure. Kickstarter conseille un budget de 10 000